Radio Alpa, l'alternative. L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans avec Mathias Tavel, l'animateur du groupe Le Mans Sud de la Sarthe Insoumise et ancien candidat aux élections législatives de juin dernier sur la 2e circonscription de la Sarthe. Bonjour Mathias Tavel. Bonsoir. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, cette actualité avec les appels au mouvement de grève qui se poursuivent contre les ordonnances au Code du travail. Mardi dernier, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaire et UNEF, ce premier mouvement social a rassemblé près de 500 000 personnes à travers la France selon la CGT, 224 000 selon le ministère de l'Intérieur. Il y a toujours un différentiel entre ceux qui appellent à manifester et ceux qui comptabilisent. Ce lundi matin, les syndicats routiers CFDT et CFTC routiers ont à leur tour enclenché le mouvement puisqu'ils disent qu'ils étaient là pour sensibiliser les salariés et les citoyens. Une délégation de 5 routiers de la CFDT et de la CFTC a d'ailleurs été reçue à 11h au cabinet de la ministre du Travail, Myriel Pénicaud. D'autres nouvelles manifestations et grèves sont déjà annoncées par plusieurs syndicats et mouvements politiques. La CGT qui annonçait bien sûr une nouvelle journée de mobilisation nationale, ce sera ce jeudi 21 septembre, alors que les ordonnances réformant le Code du travail seront présentées, elles, le lendemain en Conseil des ministres. La CFDT nationale, qui n'a pas appelé mardi dernier à la mobilisation contre la réforme du Code du travail, devrait cependant profiter d'une réunion qui aurait lieu à Paris le 3 octobre avec ses 10 000 militants pour donner sa position justement sur les ordonnances. Les syndicats de la fonction publique appellent eux aussi les fonctionnaires à faire grève et à manifester, ce sera le 10 octobre. Et puis la France Insoumise appelle d'ailleurs depuis le 17 juillet à une marche. Ce sera ce samedi 23 septembre entre 14h et 17h à Paris contre ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le coup d'État social. Cette marche partira de la place de la République. Des cars sont d'ailleurs organisés. La Bastille, oui, la Bastille. Des cars sont d'ailleurs organisés dans plusieurs villes de France pour s'y rendre. Est-ce que, Mathias Tavel, beaucoup de Sartois se mobilisent pour participer à cette marche, sachant que des cars sont déjà organisés au Mans pour partir vers Paris? Oui, clairement, c'est une grande envie de se battre, de défendre les droits qu'on ressent sur le terrain. On a là pour la marche à Paris, une marche nationale, samedi 23 septembre à 14h, déjà 4 cars pleins qui partiront du Mans. Le 5e est en cours de remplissage et il sera plein avant la fin de la semaine, ça, il y a pas de doute là-dessus. Donc on est déjà à un niveau qui est au-dessus de ce qu'on a pu faire, par exemple, pour la grande marche pour la 6e République le 18 mars pendant la campagne présidentielle. Ça fait combien de personnes à peu près? Ça va faire entre 250, peut-être 300 Sartois qui seront à Paris, et j'espère qu'il y aura des dizaines de milliers d'autres avec nous de toute la France. Alors pourquoi la France Insoumise parle-t-elle d'un coup d'État social, qui était un terme très fort? Oui, c'est un terme très fort, mais c'est un terme qui est à l'image du coup qui est porté par Emmanuel Macron et son gouvernement contre les fondements, en gros, du modèle social français, que ce soit le Code du travail, mais on pourra parler de la fiscalité et de combien d'autres choses. C'est un coup d'État parce que Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on analyse l'élection. Il a été élu parce que les gens ne voulaient pas de Madame Le Pen. Même s'il avait annoncé dans son programme un certain nombre de choses qu'il met en œuvre. C'était assez flou ce qui était dans son programme, mais en tout cas, on nous a expliqué assez longuement qu'au 2e tour, il fallait voter pour lui contre Le Pen, et surtout pas en regardant ce qu'il y avait dans le paquet. On voit bien qu'on avait, nous, à la France Insoumise, raison de regarder aussi ce qu'il y avait dans le paquet et de ne pas appeler à voter pour Monsieur Macron comme ça. En tout cas, c'est le Code du travail, la facilitation des licenciements, la précarisation, parce que derrière, vous avez toute une série d'accords d'entreprise qui vont remettre en cause des droits acquis, qui nécessitent que les salariés, mais au-delà, tous ceux qui sont concernés par le droit social se mobilisent pour défendre leurs droits et ne pas laisser en quelque sorte le MEDEF faire la loi. Parce que c'est aussi ça qu'on dénonce quand on parle de coup d'État social. François Hollande, en 2012, avait dit « Mon ennemi, c'est la finance, il ne présente pas de candidat et pourtant il gouverne ». Là, on pourrait dire le MEDEF ne présente pas de candidat, d'ailleurs il n'y a même pas d'élection chez les patrons, mais pourtant c'est lui qui fait la loi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, et donc nous voulons aussi en quelque sorte séparer le MEDEF de l'État. Alors, les ordonnances sont défendues par ses partisans comme un dépoussiérage du Code du travail pour faciliter, disent-ils, l'emploi dans les PME et les TPE. Pour le gouvernement, il s'agit aussi de faciliter de nouvelles formes de travail, comme le télétravail. Est-ce qu'il y a
malgré tout des points positifs qui sont contenus dans ces ordonnances, comme par exemple, je vous en donne une, vous allez me dire si c'est positif ou pas, la réduction du montant des cotisations sociales des salariés, ce qui, d'après le gouvernement, permettra à un salarié au SMIC de gagner 258 € net par an. Non, la question de la baisse de cotisation, c'est en fait une sorte d'arnaque qui consiste à dire aux salariés, donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Parce que le salaire cette hausse de salaire qu'ils vont voir sur leur feuille de paye, en fait, c'est quelque chose qui leur appartient déjà, qui s'appelle le salaire brut et qui paye leur droit à la retraite, leur droit au chômage, leur droit à l'assurance maladie. Donc non, après, on peut toujours peut-être chercher ici ou là, en faisant de l'archéologie, une mesure qui irait peut-être dans le bon sens. Mais la vision globale, c'est faciliter les licenciements, c'est faciliter une sorte de chantage patronal, notamment qui profitera aux plus grands groupes. Il ne faut pas se tromper sur le fait que les PME, derrière, seront elles aussi soumises au chantage des multinationales et seront obligées de s'aligner, même quand le patron aimerait peut-être mieux traiter ses salariés. Donc non, c'est une remise en cause globale, générale, qui va entraîner un recul des droits. Par exemple, quand on supprime les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, alors on rassemble sur une même entité. Ah oui, mais quand on a eu des scandales comme ceux de l'amiante, quand on a régulièrement des questions, au contraire, il faudrait donner plus de droits aux salariés. Par exemple, introduire dans les comités d'hygiène l'alerte environnementale quand il y a une pollution, quand il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait là renforcer. Nous, on n'est pas pour uniquement conserver ce qui existe. On a des propositions que les salariés, par exemple, un droit de préemption quand l'actionnaire veut vendre l'entreprise ou la fermer et que les salariés sont d'accord pour la reprendre en coopérative. Donc il y aurait des choses à changer. Le problème, c'est que M. Macron nous a promis de la modernité et qu'en fait, il applique toujours les mêmes vieilles recettes qu'on connaît depuis maintenant bien longtemps. Alors Emmanuel Macron a dit qu'il ne céderait pas aux fainéants. C'est ainsi qu'il a parlé des gens qui n'étaient pas d'accord avec ces réformes. Est-ce que, de fait, si on veut créer de l'emploi en France, il faut se contenter du Code du travail tel qu'il est établi en tout cas aujourd'hui ? Oh, le fainéant, je crois que ce sera un peu à Emmanuel Macron ce que le casse-toi pauvre con a été à Sarkozy, c'est-à-dire un peu le sparadrap qui va lui coller longtemps et on lui rappellera souvent cette forme de mépris qu'il a pour les gens qui défendent et qui font grève et qui perdent une journée de salaire quand ils font grève. Non, il faut créer de l'emploi, c'est clair, le pays en manque cruellement, mais on ne crée pas de l'emploi en précarisant les gens. C'est le progrès social qui crée le progrès économique. Pendant toute la campagne, on a expliqué qu'il fallait investir, par exemple, dans les énergies renouvelables, par exemple, dans l'économie de la mer, dans combien d'autres choses où il y a des infrastructures qui auraient besoin d'être modernisées. Là, il y a des emplois à faire, des emplois de qualité qui doivent être écologiques, et là-dessus, on n'entend pas M. Macron. Alors, cette marche contre le coup d'État social veut rassembler, il faut le dire, bien au-delà de la réforme du Code du travail, puisqu'elle doit aussi interpeller les Français sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui entre en vigueur ce vendredi 21 septembre. Pourquoi la France insoumise considère-t-elle que c'est un traité dangereux ? Mais c'est une réalité plus globale. Le libre-échange est quelque chose qui est dangereux. Et même si j'osais, je dirais criminel. Au sens, d'ailleurs, la commission que M. Macron a nommée l'a dit, ça aura un impact défavorable sur le climat. M. Hulot, avant d'être ministre, disait que c'était un accord climaticide. En disant que voilà, quand on veut développer le libre-échange, c'est-à-dire développer le transport de marchandises, à la fin, on émet plus de gaz à effet de serre et donc on contribue à aggraver le changement climatique. Or, la priorité, au contraire, ce serait de relocaliser les productions, de relocaliser les consommations pour réduire l'empreinte énergétique qu'on consomme. Alors, pour vous opposer à ce CETA, vous demandez un référendum, mais est-ce que la France peut encore dire non alors que ce traité est aussi une position de l'Union européenne ? La France peut encore dire non, parce que ce traité, il a ça de stupéfiant, et c'est en ça aussi que c'est un coup d'État en quelque sorte, c'est qu'il s'appliquera dès jeudi, le 21 septembre, alors que la France ne l'a pas ratifié. Alors que le Parlement français ou le peuple français n'ont jamais dit « nous sommes d'accord pour qu'il s'applique ». Et la France doit le ratifier, donc c'est une application provisoire qui commence. Mais la légitimité en démocratie, ça aurait été de voter avant. Mais on peut toujours voter non, soit par référendum, soit le Parlement peut le refuser. Est-ce que les députés de La République En Marche, est-ce que M. Pichereau, est-ce que Mme Personne dans le Sud-Sarthe, si elle est encore là, vont voter pour le CETA ? Est-ce qu'ils l'avaient dit à leurs électeurs ? Je ne crois pas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On parlera dans quelques instants des relations entre la France insoumise et le Parti communiste qui ont fait beaucoup de bruit un petit peu quand même ce week-end lors de la fête de l'UMA. Isabelle, qui rejoint notre émission politique, bonjour Isabelle, nous donne son humeur libre de la semaine.
Alors bonsoir à tous. Alors en ce mois de septembre, sous la loupe des réseaux sociaux et des écrits de certains journalistes, la rentrée politique, il faut bien le dire, a des airs de cours de récréation. Mais Crasse, il a dit qu'on était des fainéants. T'es qui, toi, pour dire des trucs comme ça? Tu te crois sorti de la cuisse de Jupiter? Oh non, c'est pas juste, c'est moi qui aurais dû gagner. Bref, ça chahute pas mal. Les petites phrases assassines se ramassent à la pelle. Normal, c'est la rentrée, c'est l'automne. Mais la palme du mauvais perdant revient sans aucun doute, à mon sens, à Jean-Luc Mélenchon, qui aurait déclaré dans les colonnes de la Provence, je cite, « Benoît Hamon n'a pas été capable de prendre la décision qu'il fallait prendre. S'il avait retiré sa candidature, il serait Premier ministre et moi, Président de la République. » Bon, je ne voudrais pas défendre Benoît Hamon, mais quand même, c'est un peu comme tirer sur une ambulance, Alors déjà, que certains lui reprochent d'être la cause de l'effondrement du Parti socialiste aux élections présidentielles, moi je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme. Par ailleurs, comme disent certains, avant de reprocher aux autres ses échecs, il est parfois bon de se questionner sur sa propre responsabilité. Et puis, avec des si, on pourrait en faire des choses, Ah, si j'étais riche. Ah, si jeunesse savait et vieillesse pouvait. Ah, si j'avais su. Si seulement si. Si les petits cochons ne le mangent pas. Si ça me chante. Et plus si affinité, bien sûr. Ah, si j'étais président de la République. Et comme disait ma grand-mère, si ma tante en avait, elle ferait du vélo avec une barre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, si le cœur vous en dit, bien sûr. Merci Isabelle Mathias Tavel, une réaction à cette humeur libre? Oui, la cour de récréation, on l'a très souvent sur les plateaux télé et pas toujours du fait des responsables politiques. Après, sur la réalité de ce qui est dit, je crois que les Français peuvent voir aujourd'hui ce qu'est Emmanuel Macron et sa politique. Eh bien, faisons le jeu, qu'ils ferment les yeux et qu'ils se demandent ce qui se passerait si Jean-Luc Mélenchon était président de la République. La CSG n'augmenterait pas, le code du travail serait renforcé, le CETA ne serait pas ratifié et la sortie du nucléaire serait engagée et on aurait entamé un processus démocratique de convocation d'une assemblée constituante. Les salaires seraient augmentés? Oui, le SMIC aurait été augmenté, il serait en train de l'être sans doute. Voilà, donc c'est ça aussi qui est... La politique, c'est pas qu'un jeu. Et quand on interpelle Benoît Hamon, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, dans l'interview que vous citez, rappelle cet épisode pour justement dire qu'il tourne la page et qu'on regarde vers l'avant. Mais c'est tirer les leçons. Et oui, je crois que ceux qui n'ont pas osé, ou pas voulu, ou pas su soutenir la démarche que Jean-Luc Mélenchon a engagée dans la présidentielle, ont fait rater à notre pays une occasion qui peut-être était historique. J'espère qu'elle se représentera et qu'à ce moment-là, on pourra tous ensemble la saisir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Jean-Luc Mélenchon, qui semblait très attendu, n'est pas allé cette année à la fête de l'Humanité. Le député de France Insoumise des Bouches-du-Rhône était en déplacement à La Réunion. Une absence qui a apparemment beaucoup quand même agacé le secrétaire général du Parti communiste français, Pierre Laurent, qui appelait, lui, la gauche à l'unité comme avant les présidentielles. Et puis, il y a eu cette phrase adressée à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Le rassemblement de la gauche, ce n'est pas un seul homme qui peut le réaliser, c'est le rassemblement du peuple. Bien sûr, le leader communiste faisait allusion à la marche de la France Insoumise de samedi prochain. Il est le bienvenu. Une marche que Pierre Laurent va bouder, puisqu'il a annoncé qu'il ne manifestera pas. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a parlé, lui, d'une direction communiste en perdition. Alors Mathias Tavel, vous avez été, faut-il le rappeler, le directeur adjoint de Jean-Luc Mélenchon, donc vous le connaissez bien. Est-ce que le torchon rouge brûle entre ces deux chefs ? Je crois que Pierre Laurent en est réduit à quelques provocations pour essayer de masquer ce qui est, à mon avis, une souffrance pour beaucoup de communistes, qui est d'être resté un peu sur le bord du chemin de la dynamique qui s'est créée. Moi, je leur dis qu'il n'est pas trop tard pour venir, pour nous rejoindre, et qu'ils sont tous les bienvenus le 23. Il y aura des communistes, d'ailleurs des communistes sartois avec nous, le 23 à Paris, et ils sont les bienvenus. Après, c'est assez difficile à suivre, parce que quand Jean-Luc Mélenchon vient, les communistes se plaignent qu'il n'y en a que pour lui, et quand il ne vient pas, ils se plaignent qu'il n'est pas là. Alors bon, Jean-Luc Mélenchon a eu un petit mot d'humour en disant « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Bon, je crois que l'avenir dira ce qu'il en était, mais en tout cas, ne recommençons pas
les erreurs d'après 2012. Ne recommençons pas à se chamailler, à se disputer politiquement à l'intérieur de ce qui est le camp qui doit s'opposer à Emmanuel Macron. Les électeurs ont tranché. Jean-Luc Mélenchon a fait 20%, 7 millions de voix. C'est quoi l'objectif du Parti communiste ? 1958. 1958. Vous êtes cruel. C'est quoi l'objectif du Parti communiste ? C'est de contribuer à ce que demain ça fasse une majorité ? Ou c'est de tirer sur ce qui est à mon avis aujourd'hui le point d'appui le plus solide pour s'opposer à Emmanuel Macron dans l'espace politique ? Alors, vous-même, Mathias Tavel, vous avez quand même aussi un peu la dent dure, puisque vous avez publié sur les réseaux sociaux que Pierre Laurent n'a rien à faire des ordonnances, ni même de Mélenchon. Il donne seulement des gages au Parti socialiste pour sauver son siège de sénateur dans 8 jours. Oui, moi je l'interprète comme ça, parce que s'il avait comme priorité la réussite de la mobilisation contre les ordonnances, il viendrait le 23 et il participerait comme Benoît Hamon va venir le 23. Benoît Hamon n'est pas devenu mélenchoniste du jour au lendemain, mais il dit il y a là une matière à faire un bout de chemin ensemble. Bon, manifestement, Pierre Laurent a d'autres objectifs, et comme c'est pas celui de tout le Parti communiste, d'après ce qu'on me dit, je pense que c'est un agenda, disons, personnel qui le motive. Dans un sondage qui a été publié samedi dernier, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête des personnalités qui incarnent la gauche pour 34% des sondés devant Arnaud Montebourg, 20% s'il existe encore, et Bernard Cazeneuve, 16% qui s'est lui mis en retraite. Parmi les sympathisants de gauche, Jean-Luc Mélenchon arrive encore plus largement en tête avec 51%, mais Benoît Hamon prend la deuxième place avec 31%. Alors, on va le rappeler quand même, Jean-Luc Mélenchon était arrivé donc 4e au premier tour de la présidentielle avec 19,58% des suffrages exprimés, loin devant Benoît Hamon qui était lui arrivé 5e avec 6,36% des voix. Il y a eu le Front de gauche qui unifiait dans les campagnes électorales le Parti communiste et le Parti de gauche dont vous avez fait partie. J'en suis toujours membre. Est-ce que vous pensez que toute la gauche, qu'on va définir un petit peu comme la gauche radicale, doit réfléchir à se rassembler dans un seul et même parti pour être mieux identifié, parce que honnêtement, les électeurs ne s'y retrouvent plus? Mais au printemps, les électeurs, ils s'y sont retrouvés. Et ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont assez clairement, je crois, dit ce qu'ils en pensaient et voté pour le programme. Parce que derrière les personnes, il y a des programmes et nous avons beaucoup fait campagne sur le programme. Donc la question, ça ne peut pas être de revenir à l'état d'avant l'élection, où déjà on nous disait qu'il fallait se rassembler sinon on n'arriverait à rien, et qu'il fallait que plusieurs petits partis, ou grands d'ailleurs, se rassemblent, qui c'était un préalable pour pouvoir convaincre. Nous avons fait la démonstration que ce n'était pas le cas, et qu'on convainquait non pas en parlant de soi, mais en parlant de ce qu'on voulait pour le pays, et donc du programme. Voilà. Et je crois que c'est la méthode qui nous a été donnée. Parlons du programme, convainquons, entraînons, et ne faisons pas de la tambouille. Après, nous avons une responsabilité, nous, à la France Insoumise. Il ne faut pas biaiser avec ça. Les électeurs ont placé Jean-Luc Mélenchon loin devant. Ils nous ont mis encore loin devant les autres forces que vous citez aux élections législatives. Nous avons un groupe parlementaire. Nous avons maintenant la responsabilité de nous préparer à gouverner. À être non seulement l'opposition, mais l'alternative à Emmanuel Macron. Et donc, ça doit nous obliger, nous, à travailler encore plus. Et tous ceux qui veulent aider sont les bienvenus, je le répète. Alors, qu'est-ce qu'il devient, ce Front de gauche, maintenant qu'il y a la France Insoumise ? Le Front de gauche, il a cessé d'exister au début de l'élection présidentielle de la dernière fois, quand les communistes n'ont pas souhaité, au départ, poursuivre la discussion avec Jean-Luc Mélenchon. Mais déjà avant, il avait été bien imbibé dans les élections municipales et régionales, où les communistes l'avaient un peu utilisé simplement comme un label, avec parfois des alliances avec le Parti socialiste, qui n'était pas l'esprit initial du Front de gauche. Donc, Mathias Tavel, il faut demander au Front de gauche d'enlever leur drapeau quand ils font les manifestations et appellent à la grève ? Non, écoutez, on va pas... Enfin, on sait pas, on a arrêté de se battre là-dessus. Voilà, il y a d'autres choses. La France Insoumise est ouverte à tout le monde. Il y a des communistes dedans. Il y a des gens qui n'ont pas de carte de parti. Moi, c'est ça qui me frappe énormément. Qui ont envie de se battre pour un programme. Travaillons à ça. Battons-nous pour la 6ème République, battons-nous pour sortir du nucléaire, battons-nous pour contre les ordonnances et pour augmenter les salaires, par exemple. Je crois qu'il y a là matière à davantage d'actions que des batailles de chiffonniers, pour reprendre votre expression. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le chamboulement annoncé des aides personnelles au logement continue. Cet été, les allocataires apprenaient que le gouvernement envisage de baisser de 5 € les APL par mois et par foyer pour 6,5 millions de ménages. Édouard Philippe a assuré mercredi dernier que la baisse des APL dans le logement social n'aurait aucun impact pour les bénéficiaires, puisque cette baisse serait compensée par une baisse identique des loyers. Le Premier ministre a aussi confirmé vouloir stabiliser le taux du livret A à 0,75% pendant 2 ans.
Une mesure qui pourrait permettre notamment de compenser le manque à gagner, dit-il, des organismes sociaux après la baisse des APL. Et puis dimanche dernier, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien de Normandie, a annoncé un changement du mode de calcul puisqu'il préconise que les APL soient calculées sur la base des revenus en cours et non plus sur le revenu d'il y a 2 ans, ceci dès le 1er janvier 2019, une mesure qui permettra d'économiser selon lui plus d'1 milliard d'euros. Alors Jean-Luc Mélenchon a déballé cet été à l'Assemblée nationale des produits alimentaires qui représentent pour les allocataires un budget de 5 euros. Que pensez-vous, Mathias Tavel, de ces mesures d'économie sur l'APL, sachant que le gouvernement fait tout pour donner à comprendre que les allocataires ne seront pas pour autant lésés? Oui, on comprend surtout que le gouvernement cherche à passer un coup de rabot et à faire les poches des bénéficiaires de l'APL et qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi ni comment. Au départ, c'était 5 euros, maintenant on nous parle de 60, mais que finalement vous n'avez pas payé, bref. La réalité, c'est que les gens vont payer. Parce que si le loyer baisse dans le HLM, ça veut dire que le bailleur aura moins d'argent pour l'entretenir, pour refaire la cage d'escalier, l'ascenseur, etc. Donc non, par contre, si le gouvernement veut récupérer de l'argent sur la politique du logement, moi j'ai des pistes à lui dire. Lesquelles, par exemple? Par exemple, les communes qui ne respectent pas l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux doivent être davantage pénalisées. Elles doivent être davantage taxées pour que financièrement, ça leur coûte. Par exemple, on pourrait revenir sur les dispositifs fiscaux qui encouragent à l'investissement locatif et vous vous retrouvez avec des gens qui ont 1, 2, 3, 4, 5 appartements qu'ils louent et qui bénéficient de la déduction fiscale. Parfois dans des endroits où il n'y a pas de raison de construire des logements. Et d'ailleurs, eux-mêmes se retrouvent parfois dans des situations ubuesques où ils ont un logement qu'ils n'arrivent pas à louer. Donc là, il y a gabegie. Et là, mais ça suppose de s'attaquer aux propriétaires et pas aux locataires ou aux bailleurs HLM qui sont plus en difficulté pour se défendre. C'était une mesure promise par François Hollande avant qu'il n'y renonce face à la mobilisation de la manif contre le mariage pour tous et le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. La promesse de la PMA, procréation médicalement assistée, sera-t-elle ouverte dans le courant 2018, comme l'annonçait mardi dernier Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes? En tout cas, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a estimé dimanche que la PMA ouverte à toutes les femmes n'était pas une priorité. Gérard Collomb, qui s'est déjà d'ailleurs exprimé contre la PMA ouverte aux femmes célibataires et homosexuelles, parle de la mise en place de garde-fous concernant des lois sensibles, je le cite, des lois sensibles qui peuvent heurter les consciences. Mathias Tavel, est-ce que vous partagez le point de vue de Gérard Collomb qui est de dire il faut d'abord résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer aux problèmes civilisationnels? Bon, je crois que Gérard Collomb a manifestement l'esprit bloqué il y a longtemps, à l'époque où on considérait qu'il y avait des luttes principales et des luttes périphériques. Je pensais pas qu'on pouvait encore en être là. Non, la lutte pour l'émancipation des personnes est une lutte globale, qu'il s'agisse de l'émancipation sociale, de l'émancipation personnelle, civile, tout doit être fait en même temps. D'ailleurs, à propos de lois sensibles, Gérard Collomb ferait mieux de regarder ce qu'il est en train de faire avec ses lois sur la sécurité, où il propose de revenir sur le contrôle du juge sur un certain nombre d'actes. Donc non, la PMA pour les femmes, pour toutes les femmes, était dans le programme que portait Jean-Luc Mélenchon. Donc je vais pas vous dire que je suis contre parce que c'est le gouvernement Macron qui le propose. Par contre, là où je trouve que c'est un peu fort de café, c'est que je voudrais pas que ça devienne un alibi pendant que les droits des femmes sont mis à mal par d'autres mesures de ce gouvernement. Parce que Madame Schiappa est quand même très forte pour faire parler de certains sujets, pour en cacher d'autres. Quand le budget pour la prévention des violences faites aux femmes baisse de 25%, ça c'est un vrai sujet dont il faut s'occuper aussi tout de suite, en même temps que la PMA. Oui, mais les chiffres sont pourtant formels. Quand tout ce qui touche aux congés familiaux, le congé paternité, maternité, le congé pour enfants malades va être ramené dans la loi travail du niveau de la branche au niveau d'entreprise, ça veut dire que des femmes vont perdre des droits. Donc les droits des femmes, c'est pas seulement quand ça arrange et c'est pas seulement pour la com. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je le dis peut-être un peu de manière véhémente parce que c'est trop facile sinon. Donc faites la PMA pour toutes, oui, mais aussi les droits des femmes dans les entreprises, au travail, ça c'est important également. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cette saison, nous demandons à une personnalité politique ou associative de poser une question à l'invité. Et cette semaine, c'est Willy Collin, le référent de La République En Marche Sarthe, qui vous la pose. Il a été lui aussi, faut-il le rappeler, candidat aux législatives de juin dernier sur la, je crois, 5e circonscription de la Sarthe. Bonjour à vous. Il y a quelques semaines à Marseille, votre parti tenait une conférence sur le thème « Faut-il dégager les médias ?» conclue par une standing ovation, malgré la présence de Raquel Garrido dans ces mêmes médias de masse.
Au-delà de la violence incontestable des termes utilisés, quelle est votre position par rapport à cette volonté de supprimer la liberté de la presse ? Mathias Tavel, votre réponse à Willy Collin, référent de La République En Marche. Ah là là, décidément, je crois qu'ils sont incorrigibles. La liberté de la presse... En même temps, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. Non, nous voulons mettre à bas un système médiatique, ça c'est clair, mais on s'en est jamais caché. Mais nous sommes, nous, les défenseurs de la liberté de la presse. C'est nous qui défendons les journaux d'opinion, le droit au pluralisme, le fait qu'il y ait des périodes d'égalité dans les campagnes électorales. C'est nous qui défendons cette liberté-là. Ce n'est pas les 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française et qui, je crois d'ailleurs, ont tous voté pour Emmanuel Macron. Bon, la liberté de la presse, oui, mais pourvu qu'elle dise ce que vous pensez. Non, je vous le fais simplement, hein, en raccourci. Non. On a quand même vu Jean-Luc Mélenchon pas très correct avec les journalistes, même voilà. Si... Oui, moi je pourrais vous citer des journalistes qui n'ont pas toujours été très corrects non plus, mais nous on n'est pas comme ça. On pense que pour avancer, ce qu'on appelle la révolution citoyenne, la mobilisation du peuple, elle a besoin d'une opposition, d'une démocratie. Nous on propose la 6ème République, on propose qu'il y ait moins de concentration dans les médias. Donc je crois que ceux qui nous attaquent comme ça, avec des propos tellement excessifs, nous rendent service plutôt. Dans l'actualité locale, c'est la situation de l'école Jean Massé au Mans qui est le sujet de votre carte blanche. On rappelle les faits. Les parents occupent l'école depuis la rentrée. Ils ne sont pas d'accord avec la fermeture d'une 9e classe parce qu'il manque tout simplement 5 enfants pour qu'elle puisse rester ouverte. C'est donc un non catégorique du directeur académique qu'il vient d'annoncer, ce qui vaut aussi pour la situation à l'école du Lac, toujours au Mans. Les parents viennent d'adresser un long courrier au ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale, bon c'est un petit peu, hein, des fois lié, une situation en tout cas à laquelle la Sarthe Insoumise a fait part de son soutien aux parents. Oui, bien sûr, c'est d'abord c'est les parents qui mènent la bataille et il ne s'agit pas de parler à leur place. Mais clairement, le jour de la rentrée, il y avait une 9e classe ouverte avec un instituteur et la mairie du Mans a payé les travaux cet été pour que cette classe puisse ouvrir. Et c'est 2 jours après que la classe a été fermée et que l'enseignant qui était nommé a été nommé ailleurs. Donc là, il y a une situation absurde. Il ne manque pas d'élèves dans cette école. Il manque des élèves parce qu'on sort du calcul la 12aine d'élèves qui sont dans une classe spécialisée parce qu'ils ont des difficultés et des handicaps particuliers. Si vous les ajoutez au total, il y a le nombre suffisant pour créer cette classe. Et justement, ces élèves, si on veut qu'ils puissent aller dans les autres classes, il faut qu'il y ait moins d'élèves dans les autres classes si on ne veut pas les cantonner à une classe à part spéciale. Donc vraiment, là, c'est un coup de gueule. Parce que c'est le coup de gueule qui commence depuis Sarkozy et M. Blanquer était à l'époque en responsabilité au ministère de l'Éducation. Déjà, il n'en était pas le ministre, mais il était le numéro 2. Et c'est eux qui ont supprimé des postes par dizaines de milliers qui manquent aujourd'hui. Et on voit que 5 ans et demi après Macron et surtout Hollande, eh bien, les postes qui manquaient n'ont pas été recréés. Et on ne peut pas jouer comme ça avec l'avenir de nos enfants parce que c'est avec l'avenir du pays qu'on joue. Et jouer avec la surcharge des classes. Merci Mathias Tavel d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3, ça passe très vite. On rappelle que vous êtes l'animateur du groupe Le Mans Sud de la Sarthe Insoumise, ancien candidat aux élections législatives de juin dernier sur la 2e circonscription de la Sarthe et ancien directeur adjoint du cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui vous a licencié ? Non, c'est moi qui ai souhaité partir pour retrouver une vie plus normale et plus proche de ma famille. On va se quitter avec votre choix musical, un titre de Sophie Hunger, Revolution. Oui, c'est quelque chose qui dit que la révolution commence dans notre regard. Merci Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi.